99%. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été contacter le support Emos. Et c'est là où on a eu une très très longue discussion. Et on a pu voir que effectivement le projet Wonderland a été compromis. Et plus précisément, ça a été le token qui s'appelle Time qui a été compromis. Il y a de cela plusieurs mois maintenant. Et du coup, on n'a pas encore trop retrouvé de relation avec d'autres personnes. Parce qu'il y a eu d'autres vols, bien sûr. Mais pour l'instant, je suis en contact avec le support Evmos et bientôt avec le support KuCoin, du coup. Je vois, oui. Et donc là, c'était vraiment très rapide, ça a pris même pas quelques secondes, et surtout, le contrat, en fait, était compromis depuis très longtemps, et Oui, ce n'est que récemment que tu malheureusement, a été victime de ce hack. C'est arrivé très vite exactement. en plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous avez des tokens, là j'essaye justement, ah voilà, j'essaye en même temps de vous montrer, là je vais vous montrer à l'écran, des sites, différents sites qui vous permettent de révoquer les accès. Et vous avez notamment revoke.cash qui vous permet de révoquer l'accès à certains, tout simplement, contrats. Ça vous permettra de vous protéger et d'éviter que ces contrats, s'ils sont compromis par la suite sans que vous ne le sachiez, eh bien, soient utilisés pour vous hacker. Je vais vous montrer, vous en avez un autre. Vous avez aussi une option directement disponible sur Uniswap qui vous permet de révoquer l'accès à directement vos contrats si jamais vous avez vu que vous constatez que vous êtes encore sur les contrats. Moi par exemple, récemment, j'ai constaté que j'étais encore sur Uniswap et qu'Uniswap avait encore des accès sur des USDC. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement sur Revoke et j'ai révoqué tout simplement l'accès. Hop, je vais Après, montrer. le problème, c'est qu'on paye du gaz sur ça, Oui, à chaque bon, fois. ça vaut quand même le coup de le faire, on sait jamais. Hein. Ça vaut le coup, mais en même temps, si tu approuves... Bah, là, les frais sont moindres. Mm. Mais quand tu cumules, si c'est sur ETH, tu fais des TX à chaque fois, donc c'est 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars. Et puisqu'il faut le faire à chaque fois, puisque en fait tu dois approuver à chaque fois que tu valides un jeton pour faire un swap. C'est ça. Donc ça peut faire beaucoup. Donc des fois, parfois c'est peut-être même plus avantageux de carrément changer de wallet que de tout révoquer à un. Je sais pas si Revoke ça te permet de faire une TX qui révoque tout. Non, ça te permet de révoquer Ça- un contrat en particulier. Ouais. Ouais, un à Il la y en a fois. Et à plusieurs chaque fois tu dois faire. Ouais, il y en a plusieurs des sites qui te permettent. T'as aussi Etherscan qui Oui, a token approval checker qui te permet ce que tu as déjà accepté. Et en gros, tu peux voir par exemple là sur cette sur cette wallet, j'ai aucun contrat qui a été approuvé. Donc là, ça fonctionne. Mais Ouais, c'est si ça. par exemple vous aviez des contrats déjà approuvés ou qui sont encore actifs, vous les verriez ici et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les révoquer. Je vais voir si j'ai pas un autre. Je regarde si j'ai pas une autre wallet que je peux vous montrer et dans laquelle je pourrais vous montrer un exemple. Mais oui, je t'écoute, je t'écoute. Non, non, mais j'allais dire. C'est dommage que ça. Enfin, tu vois, ça c'est quand même quelque chose que j'aimerais pouvoir voir dans MetaMask. Je sais qu'il y a des wallets qu'ils proposent où tu peux le révoquer déjà dans la wallet. Et c'est quand même un souci que sur MetaMask, tu le vois pas et tu puisses pas directement les révoquer depuis ta wallet. Les contrats que tu as approuvés. C'est vrai. Sur MetaMask, c'est le gros problème, c'est qu'on peut pas tout voir. On peut déconnecter les sites, mais on peut pas déconnecter les contrats. C'est ça, alors Ah, voilà, j'ai une autre wallet c'est que bon. j'utilise pas. J'ai une autre. Où tu l'as. Tiens, j'ai Peut-être un obligé de exemple passer là par que un je peux vous site. montrer sur une wallet. Que je peux vous montrer, ça y a pas de souci. Certaines wallets je peux pas vous montrer, mais celle-ci ça va. Et en gros, vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai un contrat en ERC 721. 721, c'est quoi? En fait, c'est les NFT si vous voulez. C'est les tokens non fongibles. Donc là, ERC 20, j'ai rien. ERC 721, j'ai quelque chose. Donc c'est un contrat pour un NFT. Et ici, en ERC 1155, j'ai rien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire revoke ici. Comme ça, il n'y a plus d'accès possible avec, du coup, là, c'était Lands.
Donc je fais confirmer. Donc là, bon là je peux pas le faire parce que sur cette wallet j'ai pas suffisamment de TH, mais vous comprenez le principe. Donc je vous invite à le faire si vous avez des wallets qui sont ouvertes. Je vous invite vraiment à faire ça, ça évitera que par la suite vous ayez des problèmes. Bah, surtout les contrats bizarres, genre Uniswap en principe. Enfin, Uniswap, c'est sûr que les contrats sont fiables et que, on va dire, les devs n'en vont pas rug ou faire des choses bizarres. Mais parfois, pendant le bull run, on a approuvé des contrats sur des DEX plus ou moins bizarres, sur des trucs où on n'a pas forcément confiance, ou des projets NFT qu'on a mint, on n'est pas sûr. Et peut-être qu'on a approuvé des choses où en fait on le sait pas, mais le contrat a accès justement à toute votre wallet. C'est ça. Et s'ils se réveillent et qu'ils le font, on se retrouve dans l'encombrement comme Red Bull. Bah oui, malheureusement, oui, c'est surtout que c'était quoi? Et on le risque tous, ça en fait. C'est ça. C'était en début d'année en plus que tu avais subi ça, Redboard. Comment ça? Non, je veux dire, en début d'année, je veux dire, t'étais sur Wonderland. Ah, oui, c'était en début d'année. Donc c'était quelque chose que t'avais complètement zappé depuis. Ah, bah, c'est sûr. Et que j'avais plus mes tokens, donc tu vois, tu disais effectivement, ça ne sert à rien. T'as révoqué ton accès, donc ça devrait être bon. Mais si derrière ton token il est compromis, tu peux rien faire dans tous les cas. C'est ça. Et bon, alors pour rassurer les gens, et malheureusement bon, c'est pas rassurant du tout, mais disons que tu n'avais pas de ledger. Non. Exactement. Tu n'avais pas de Si ledger. tu avais une ledger, ça aurait été différent. Attention, ça aurait été Je différent crois pas. Oui, bien sûr. à un certain niveau, c'est-à-dire pour tes Evmos que tu aurais eu sur une autre adresse, parce que tu aurais été obligé d'utiliser une autre adresse Ledger. Oui. Mais c'est la même chose, je crois, sur Ledger. Alors ça, c'est à confirmer. Je crois bien que si jamais tu as tes Ledger qui sont sur un token, enfin sur un contrat qui est déjà préapprouvé, Ledger ou pas, ils peuvent quand même utiliser tes tokens. C'est ça. D'accord. C'est le risque de Ledger si tu approuves un contrat. Enfin, c'est pas le risque de Ledger, c'est qu'en fait, si tu approuves quelque chose, Ledger ou pas, si tu as préapprouvé, c'est fini. Puisque tu as déjà approuvé. Tu ne peux pas, Ledger ne te protégera pas de ça. C'est comme si avec ton Ledger, tu mintes un NFT, que le contrat de NFT, il est écrit dans le contrat que ça te vide tous tes tokens, comme ça existe. Tes wallets qui te drainent. Bah, même si tu le fais avec le Ledger, si tu approuves le contrat qui doit te drain, bah, tu te retrouveras avec une wallet à zéro. Malheureusement. C'est ça. C'est le vrai risque, quoi. Il faut faire très attention. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que avoir une ledger ne suffit pas. Il faut aussi avoir un minimum, on va dire, de connaissances et un minimum, on va dire, de réflexion. Et d'ailleurs, Jean-Jean, tu voulais me parler de quelque chose à ce propos ? Ouais, non, moi je voulais te parler de quelque chose. J'ai le cas aussi. C'est des règles de bons usages. Moi, juste avant qu'on fasse le live, j'ai voulu aller voir mon portefeuille CoinGecko et j'ai tout simplement tapé CoinGecko sur Google et Google en premier résultat, c'était pas CoinGecko le site, c'était un truc bidon qui demandait à connecter mon wallet et honnêtement, c'était CoinGecko.fko.link. Et vu qu'il apparaît en plus en première réponse, si j'étais pas spécialement éveillé, si j'avais un peu picolé ou ça, j'aurais pu très bien essayer de connecter ma wallet, quoi. C'est moche des trucs comme ça, hein. Oui, c'est déjà arrivé sur Chainlist et qu'en fait, faites attention, c'est pour ça qu'on vous recommande, tous ici, je pense qu'on vous recommande de mettre en favori certains sites, comme par exemple Uniswap, Osmosis Frontier, Chainlist, ce que vous voulez en fait comme site. Ouais. Parce que c'est super important et sachez une chose, c'est que par exemple CoinGecko ou CoinMarketCap ne vous demanderont jamais de vous connecter en principe de créer une transaction sur MetaMask ou sur un autre wallet. Ouais, ça semble logique, mais ouais, effectivement. Et moi, j'ai très très peur justement d'aller sur un mauvais site. Et on en parlait aussi, c'est que quand je veux aller sur Osmosis, ce que je fais, c'est que je pars directement de Kepler et je clique sur le lien du site internet qui est renseigné dans Kepler directement. Alors
Moi, j'ai une autre technique, c'est que j'ai un navigateur que j'utilise que pour la crypto. Et c'est là où je mets en favori. Je mets en favori tous les sites. Et si il y a un site qui n'a pas en favori que je veux aller, soit le lien il est dans l'historique, soit je passe par Twitter, moi. Je passe directement par Twitter et j'essaye de chercher leur Twitter que D'accord. souvent je suis. Mais Ouais. d'ailleurs, il faut vraiment faire attention sur Twitter. Parce que maintenant, il y a des faux Twitter. Et en plus, maintenant, comme on peut Ouais, dernièrement, il y en mise à avait jour un de faux, Twitter oui. où tu J'avais vu d'ailleurs. bah, de Kepler, et même, je vais vous dire, c'est là où il faut faire très attention. C'est par exemple, je parle de Kepler parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Merde. Il y a des faux, il y a des faux comptes Kepler, donc avec le même nombre d'abonnés, tout pareil, C'est ça. juste une lettre qui change. Et même, je crois qu'il y avait eu un projet crypto, je crois que c'était Evmos, où le CM avait RT le faux Kepler. Alors Ah si ouais, tu fais pas carrément. Ah merde. donc Ah, c'est moche, ça. Il avait RT, même lui était tombé. Alors bien sûr, tu cliquais dans le Mm. lien, les mecs en réponse te disaient bah c'est info, c'est info, c'est info, c'est info. Ouais. Et c'est quand même c'est chaud quoi. C'est pas resté longtemps bien sûr, c'est peut-être resté 1 ou 2 heures. Mais si c'est toi qui tombes dessus, t'es mal. Salut. Bah, l'idée en fait, pour revenir, il y a quelqu'un qui posait la question du coup, qui demandait si tu vas direct sur CoinMarketCap, tu as tout et c'est safe, non? Oui, en fait c'est safe, mais encore faut-il que tu ailles sur le bon site. Bon, ouais, c'est ça. C'est que là, ce qu'on est en train de dire, c'est des cas où le site, le faux site, le site de phishing, arrive en premier sur Google. Et nous, on s'en rend pas compte parfois. Si par exemple on fait des recherches Google, on prend le premier, donc ça paraît logique. Et on constate que le premier, c'est un scam. Moi, je me suis rendu compte d'ailleurs sur Chainlist à plusieurs reprises que quand j'allais sur Chainlist, au bout d'un moment, je l'ai mis en favori. Et carrément, j'ai arrêté les favoris. Maintenant, je laisse tous les onglets ouverts. Ça va beaucoup plus vite. Et du coup, ce qui se passait, c'est que à chaque fois, j'allais sur ce Chainlist bizarre. Donc, c'était Chainlist avec 2i ou avec 2s, enfin peu importe. Bah, ils ouvraient bizarrement MetaMask et ils me demandaient de remettre ma site phrase. Quand c'est ça Ouais. encore, ça va, c'est voyant. Mais parfois, c'est juste que vous allez valider des contrats en fait, sans le vouloir. Mais après, c'est vrai que la technique d'aller sur CoinGecko pour chercher les adresses d'un site, c'est aussi très bien. D'aller sur CoinGecko, vous tapez Osmosis, vous trouvez Osmosis, il y a tous les liens dessus. Ou je ne sais quel DEX, comme il y a maintenant, il y a tous les tokens sur CoinGecko. Enfin, moi je préfère CoinGecko que CoinMarketCap. Depuis que le rachat de Binance, donc depuis quand même maintenant 2-3 ans, j'utilise plus que CoinGecko, je trouve mieux. Mais CoinMarketCap ça marche aussi. Bah, vous tapez la crypto que vous voulez et vous avez les liens, en principe c'est mis à jour et c'est safe. Mais encore faut-il que ce soit le bon site. Donc C'est s'il ça. n'y en a qu'un à mettre en favori, c'est CoinGecko ou CoinMarketCap. Exactement. Disons. Bah, les deux à mettre en favori. Pour revenir rapidement sur la suite logique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des hackers, quand ils vous récupèrent vos fonds, ils ont tendance à aller vers les SEX pour les liquider. C'est un moyen pour eux tout simplement d'échanger les cryptos et de ne plus être visibles. Parce que les échanges sur un SEX, de toute façon, se font off-chain. Et puis c'est un moyen aussi pour faire des virements en fiat, bon ça va beaucoup plus vite. Et là, pour le cas de Redboard, de ce que tu m'as envoyé, le gars s'est barré sur KuCoin. On a réussi, enfin pas moi, mais l'équipe d'Evmos a réussi à le retracer sur KuCoin et sur Mex. C'est bien ça? Oui. Alors, ce n'était pas pour ma transaction, mais c'était il y a 65 jours. Mais effectivement, le but là, ça a été de retracer et de trouver s'il a été sur un sexe. Et de là, tu peux voir s'il a un KYC par exemple. Exactement. Et l'avantage aussi, là, dans ce cas-là, même s'il n'y a pas que des avantages, mais au moins ici, tu peux directement aller auprès de l'exchange centralisé, donc là, du sexe, et tu peux leur demander potentiellement de bloquer l'adresse, de bloquer la personne, Effectivement. et pour récupérer Oui. tes fonds. Après, il faut savoir que je ne pense pas qu'on puisse récupérer les fonds. C'est ce que l'équipe me disait. C'est quand tu as été volé, normalement, tu ne peux plus jamais récupérer tes fonds. Dans tous les cas. D'accord, ah oui. Et surtout que là, par exemple, dans le cas d'Evmos, le hacker ne peut pas les vendre parce que sinon il va se faire griller. Du coup, là, ils sont encore sur son wallet. Et là, c'est encore pire. Dans tous les cas, tu ne pourras jamais récupérer tes fonds. Ça, c'est sûr.
C'est incroyable quand même. Hein. On voit les fonds où ils sont, on voit exactement qui Exact. les détient, mais on peut rien Ouais. faire. Ouais, le seul truc, c'est d'avoir un KYC que l'exchange veulent bien te le donner pour porter plainte. Mais encore, je crois que KuCoin, je crois que t'as pas forcément de KYC. Non, sur Donc, les c'est échanges vraiment- crypto, t'as pas de KYC, Ouais. ni sur Mex d'ailleurs. Non, mais Ouais, pour les c'est- échanges qu'il a fait, si. Ah, Il a fait un volume de 500 000, je crois, un truc comme ça. Ah Donc oui. c'est possible que c'est. quand même. Oui. Ah oui. On parle quand même de ça quelqu'un qui rapporte, vole là, beaucoup. Et oui, et ces 500 000 qui sont pas à lui, hein, c'est ça qui est le pire. Exactement. Oui. Exactement. Bah, après, Time, si c'est les mecs de Time, mais je savais pas que le contrat de Time il était. Mais c'est vrai que je savais que ça avait rug Time, mais je savais pas que. Qui a été compromis? Moi non plus. Ouais, ça m'étonne, mais c'est ouf. Si, il a bien été compromis, mais il est pas. Le problème, c'est que ça date de tellement loin maintenant, enfin, du début de l'année, qu'il avait complètement zappé. Hein. Et Ah bah franchement, à sa place, on aurait fait la même chose. Donc vous, je vous invite vraiment à vérifier tout de suite, enfin pas tout de suite, mais à vérifier juste après que vous avez bien tout qui est révoqué, que vous avez aucun contrat qui est actif. On ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais, parce que ça, c'est un truc qui peut arriver à tout moment si vous avez des contrats qui sont pas révoqués actuellement. Donc faites-le maintenant que vous pouvez le faire, ça coûte rien. Enfin si, ça coûte des frais de transaction, mais bon ça va, à l'heure actuelle ils sont pas énormes non plus. Et si vous voyez par exemple que vous avez des sites douteux qui ont encore des contrats actifs, je vous invite à les retirer, à les révoquer. Et c'est pareil, on disait pour Yelmos. Yelmos en fait c'est ça, c'est qu'ils ont accès à vos fonds. Donc là encore une fois, là vous acceptez pendant 90 jours qu'ils aient accès à vos fonds. Donc c'est un contrat qui se révoque automatiquement au bout de 90 jours. Mais dans le cas par exemple de certains contrats, ils se révoquent jamais. C'est ça le gros problème d'ailleurs. Et d'ailleurs, je sais pas si, vu que tu n'étais pas là, enfin je t'ai pas entendu au début, est-ce que tu souhaites que je dise le montant que tu as perdu? Oui, tu peux. Oui, bah alors il a perdu 700 MMOS. En tout, il a perdu 700 MMOS. Alors certains membres de la communauté ont proposé, et moi je suis pas contre, je suis bien, au contraire je suis plutôt d'accord, c'est de créer une sorte de fonds de solidarité pour l'aider. Le truc c'est qu'on va pas faire une cagnotte, parce que je me suis dit bon une cagnotte c'est très bien, mais ça va pas responsabiliser notre ami. L'idée c'était peut-être de proposer de créer un fonds qu'on pourrait placer par exemple sur différentes cryptos en stacking et du coup ça te permettrait à toi de récupérer ces fonds, ces rewards qui te permettraient en fait de te relancer si tu veux. Vous êtes pas du tout obligé de faire ça, c'est pas du tout un appel, enfin je veux dire, seules les personnes qui ont envie de le faire pourront me contacter en MP si elles souhaitent vraiment aider Redboard, pour ceux qui le connaissent déjà, parce que je parle surtout aux gens qui le connaissent, je parle pas aux personnes qui n'ont jamais connu Redboard et du coup peut-être ne sont pas touchées par l'histoire, mais moi personnellement ça m'a touché, ça m'a fait de la peine que tu sois victime de ce hack, et surtout que c'était tout ce que tu avais en soi dans la crypto. Alors évidemment t'es pas à la rue, hein, mais c'est un étudiant, hein, Oui. il a pas énormément d'argent, c'était ses débuts dans la crypto. Il y a plein de personnes qui m'ont proposé de participer à cette cagnotte entre parenthèses, mais moi je veux pas de cagnotte comme je vous l'ai dit. Je préfère voir les choses sur un fonds où ils toucheraient les rewards, qui serait géré par plusieurs personnes dans la communauté et pas une seule personne. Et si ça vous intéresse, si vous êtes d'accord pour le faire, vous me contactez en MP et on verra ce qu'on peut faire. Mais je le dis encore, seules les personnes intéressées. Seules les personnes qui connaissent Redboard. Si vous êtes inconnu, que vous l'avez jamais vu, ça sert à rien. On n'est pas là pour faire des dons à des inconnus, c'est vraiment pour soutenir un membre de la commune. Qu'on connaît déjà, je veux dire. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez l'aider, vous venez directement sur Discord dans la partie DeFi, et puis la plupart des gens le connaissent déjà, donc le système, donc pas besoin d'en dire plus. Voilà, ça c'est dit. Et pour revenir à Ledger, du coup, c'est important à partir d'un certain montant, selon moi, d'acheter, pas une Ledger nécessairement, mais d'acheter une cold wallet. Et même avec une cold wallet, je vous invite aussi à ne pas faire n'importe quoi non plus et
à générer plusieurs adresses en fonction des contrats. Qu'est-ce que vous en C'est le pensez, vous message que c'est le message que j'avais dit. Enfin, je sais pas si Jean-Jean tu veux répondre, peut-être je te laisse pas la parole. Oui, moi, encore une fois, par rapport à vous, j'arrive avec une expérience moindre. Et effectivement, moi, j'ai fait l'erreur, j'ai créé un Kepler, mais sans le sécuriser avec Ledger. Je pensais qu'on pouvait rajouter l'élément de sécurité derrière, mais non. Donc, je vais recréer un nouveau wallet pour correctement le protéger. Moi, j'utilise, pour l'instant, je suis assez récent sur l'utilisation du Ledger, mais effectivement, il y a tellement ce qui est dégueulasse, c'est qu'on peut se faire avoir très facilement. Il y a plein de techniques. Ils ont de l'argent parce que, comme disait Redboard, il y en a un qui avait 500 000 euros sur son compte, quoi. Et c'est pas de l'argent qui a été gagné honnêtement, et c'est encore plus dégueulasse, quoi. Donc, mais c'est vrai que par contre, moi, j'utilisais pas MetaMask pendant longtemps. Même MetaMask, j'ai pas voulu l'utiliser parce que je le comprenais mal. Je trouvais qu'il était très très mal fait. Et y compris pour récupérer même ma seed. À un moment, j'ai voulu revoir ma seed et j'ai pas réussi et j'ai dû aller voir un tuto pour retrouver où je pouvais visualiser ma seed. Donc, Ah oui, non, je sais, ouais. Ouais, c'est C'est un pas peu facile. compliqué. Après, Mais ouais, non, il faut toujours. Alors, s'il y a un point essentiel, c'est Ledger, c'est très bien. Par contre, évidemment, vous allez vite comprendre que la faille de sécurité, c'est toujours vous. Faut dire la vérité. l'utilisateur. Voilà, c'est toujours vous. Et on en avait parlé dans ton live, je crois, du 25e mot. Je sais plus si Yes. c'est sur ton live, voilà. Bah, si, c'était avec mon live, sur mon live, ouais. Voilà, on avait parlé du 25e mot. Et il y a eu un trade récemment, mais ce que vous devez comprendre sur le 25e mot, c'est une protection en plus qui va permettre de scinder votre portefeuille, on va dire, en deux. Donc vous aurez un portefeuille accessible à tout le monde, entre parenthèses, dès lors que vous mettrez un code PIN, et un deuxième portefeuille qui sera disponible seulement si vous mettez un autre code PIN. En gros, ça sert à quoi? Ça sert à de vous protéger si quelqu'un vous braque avec une arme et vous demande de lui donner votre ledger. Vous allez être obligé de lui donner le code, ou sinon vous perdrez votre vie malheureusement. Et du coup, vous allez lui donner le faux code PIN, en tout cas un code PIN sur lequel il y a des cryptos, mais pas suffisamment pour... pas ce qui représente tout votre portefeuille. Donc lui, ça va le consoler, il va être content, il aura ce qu'il veut. Et vous aurez protégé vos fonds là où se trouve la totalité de vos fonds, enfin une grande majorité de vos fonds. Et c'est vrai qu'on discutait et on disait qu'il y avait 24 mots plus un 25e mot que vous pouviez rajouter. Et ce 25e mot, comme tu l'as dit, il dépend pas du BIP 39, vous pouvez choisir absolument ce que vous voulez. Et ça ajoute une sécurité en plus. Et jusqu'à 100 caractères, donc en plus, pour le coup, c'est si vous y prenez bien et que vous donnez pas le nom de votre chien ou de votre enfant, ils arriveront pas Il faut déjà qu'ils puissent savoir que vous avez utilisé le 27e mot. Mais par contre, du coup, il faut effectivement avoir deux portefeuilles distincts, mais c'est la base. C'est comme avoir plusieurs wallets, comme avoir plusieurs exchanges aussi. Diversifier ces cryptos et les mettre un peu à différents endroits. Exactement. Là, j'ai une question, c'est est-ce qu'on peut faire une copie de la première ledger? Bah oui, en fait, si tu veux, ta ledger, elle protège juste ta clé privée. Mais toi, tu auras au préalable, normalement, noté les 24 mots et même le 25e mot, du coup, sur du papier, sur ce que tu veux, et tu l'auras mis à l'abri. Donc, en fait, dès lors que tu vas récupérer, quand tu voudras allumer une nouvelle ledger, bah, tu peux réutiliser ces mots dans la nouvelle ledger. Tu peux même faire des ledgers avec la même clé privée. Ça pose pas de souci. Dès lors que tu les utilises pas en même temps. C'est ça, et justement pour parer aux failles de token ou de contrat, c'est qui est bien, c'est de faire plusieurs adresses sur la même ledger. Donc que vous utilisez MetaMask, bah, vous faites ajouter ledger, ajouter ledger, ajouter ledger, et à chaque fois ça va vous sortir une adresse différente. Et du coup vous pouvez scinder toutes ces adresses en par exemple une adresse où je mets que des contrats. J'approuve que des contrats pour mes stablecoins sur des DeFi très safe, Uniswap, AAV. Je sais que c'est très safe et que je crée rien. Sur les trucs un peu plus exotiques ou pour uniquement les NFT, si vous faites des NFT, c'est cette adresse.
et une autre adresse. Là, vous faites les trucs un peu plus exotiques, gros yield, les trucs risqués qui ont 2 jours, 3 jours, que les contrats sont pas forcément audités et prouvés, avec des équipes, des teams pas forcément fiables. Bah là, vous savez que vous avez beaucoup moins de fonds et que vous pouvez prendre plus de risques si vous avez envie. Et ça met pas en péril vos fonds qui sont sur le reste. Ça, c'est assez intéressant que faire tout sur une même adresse, où là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est ça. Alors que là, ça vous donne un certain droit à l'erreur et de pas tout perdre d'un coup. Tu recommandes d'acheter une Ledger à partir de combien en crypto? Sincèrement, je dirais, moi en tout cas, je recommanderais à partir de 1000 euros, étant donné qu'une Ledger ça coûte entre 80 et 150 euros, voire plus avec les frais de port, je crois. Non, c'est moins cher que ça même. Ah ouais, c'est moins cher? Ouais, il y en a à partir de 70 euros, il me semble. Moi, la mienne, j'ai pas payé aussi cher. Hein. Non, je parlais de 150, c'est le 80 modèle, le modèle Bluetooth. Avec les 80, ça doit être avec les frais de port peut-être. Je vais regarder le prix actuel. Je sais que non, mais la mieux à prendre, c'est celle à 80. Enfin, la mieux. Ouais, 79. Ouais. Qualité-prix, c'est celle à 80. Plutôt que 150 où il n'y a que le Bluetooth. Mais moi, je te dirais, Redboard, pour donner pas une somme d'argent, mais plus dans votre tête, ou à partir du moment où dans votre tête, ça mais t'as raison, chier de tout t'as perdre. raison, Jean-Jean, parce qu'il y a eu des promos récemment et elles étaient bien moins chères, ouais. Oui. À partir du moment où ça te fait chier de tout perdre, ouais. Tu peux pas te... Bah, c'est le moment où il te faut une Ledger. Où tu sais que tu te réveilles le matin, t'as plus rien, ça te fait très mal, bah tu sais que là, il faut passer sur Ledger et... Tiens d'ailleurs, la question que j'ai à poser, c'est est-ce que ça vous est arrivé personnellement, Jus et Osmond, de perdre de l'argent comme ça? Sur des hacks? Ouais. Non, pas sur des hacks. Moi oui, récemment en plus. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était un wallet Litecoin. Bon, il y avait je crois 5 balles dessus, donc c'est pas très grave, mais... Ouais, mais... Mais comment ça s'est passé? Bah en gros, un jour, je me reconnais dessus, il n'y a plus rien. Et t'avais validé un contrat? Ah oui, t'avais laissé... Non, Litecoin... Bah non, Et en plus, c'est ce que je comprends pas, c'est que ma clé privée, je crois que je l'avais notée en plus. Je l'avais pas mis sur mon PC. Après, pour dire vrai, par rapport à l'histoire de Redboard, pour dire vrai, selon moi, je sais comment il a sécurisé sa clé privée, et c'était pas ultra safe à mon humble avis, tu vois. Je confirme. C'était la manière de sécuriser la clé privée était pas ultra safe. Je dirais pas comment parce que je veux pas donner des idées, mais je dirais que c'était pas ultra safe. Le plus safe pour moi, ça reste toujours le papier. Et puis la génération, enfin de l'entropie, pour moi, il n'y a pas mieux que Ledger. Il n'y a pas mieux que la cold wallet pour générer de l'entropie, pour générer votre clé privée. Parce que comme vous le savez, tout se joue sur comment on va déterminer les mots qu'on va vous donner quand vous créez votre wallet. Évidemment, ça, c'est du hasard entre parenthèses, mais ça peut être plein de positionnements. Ça peut être la façon dont vous avez cliqué, où vous avez placé votre souris. Si vous vous souvenez bien, à un moment, il y avait la possibilité de créer des paper wallets sur Bitcoin. Et pour générer de l'entropie, en fait, il fallait bouger la souris dans tous les sens pour créer de l'aléa, tout simplement. Oui, bah sur le site pour créer un wallet de Bitcoin Cash, c'est encore comme ça. Sur Bitcoin Cash, c'est encore comme ça? Bah oui, c'est possible. Ouais. Mais du coup, la manière dont tu génères l'entropie, c'est super important. C'est pour ça que Ledger est bien, parce que d'une part, ils vont te permettre de protéger ta clé privée, mais surtout, ils vont te permettre aussi de générer ta clé privée de manière safe. Tu fais une génération de manière safe, et tu protèges ta clé privée. À aucun moment, elle est en contact avec la blockchain. Enfin, elle est en contact avec d'autres sites, d'autres smart contracts. Moi, tu me dis que t'as eu des bans? Bah attends, je m'en occuperai après, on verra ça après le live, t'inquiète. On verra aussi. Tu veux dire qu'il y a des gens qui se font hacker parce qu'en fait, c'est au moment où ils génèrent leur clé privée que quelqu'un arrive à la récupérer et ensuite va vider le compte une fois qu'il sera approvisionné. Hein. C'est ça? Exactement. C'est-à-dire que si les mots en fait sont pas générés dans un assez... Enfin, peut-être je me trompe, mais
ou j'explique mal, mais si c'est pas assez aléatoire dans le fait de C'est générer tes prévisible, mots, ouais, tout à fait, ouais. et du coup c'est prévisible, on peut très facilement brute force ton wallet et l'ouvrir assez rapidement. Attends, je vais voir si je peux me montrer un exemple sur s'il existe encore. Tu me dis que sur le Bitcoin Cash, c'est encore comme ça? Attends, Ouais. on va tester, tu vas voir. Ah ouais, mais non. Le site Bitcoin Paper Wallet, lui, ça fait longtemps qu'il a été scam. Enfin, qu'il s'est fait... Attends. Paper Wallet, Bitcoin Cash. On va tester, on va voir. Mais en gros, si vous voulez tout savoir, c'est que... Tac. Il n'y a pas un moyen... C'est où déjà que je peux le faire? Enfin, c'est pas grave, au pire, je retrouverai une autre fois. Mais en gros, la génération de l'entropie sur Bitcoin Paper Wallet, à l'époque, a été assez simple. C'était votre souris, quand vous la bougiez dans tous les sens, ça générait de l'entropie. Comme ça, c'est des choses qu'on peut pas prévoir, la position de votre souris sur l'écran. Bah, en fait, à la base, eh bien, on pouvait pas savoir comment était générée l'entropie. Mais le problème, c'est que si le site se fait hack et qu'on sait par la suite comment on génère la clé privée, bah, à partir de là, on peut déterminer comment on a généré des clés privées. J'ai le site et je te l'envoie. Vas-y, tu me l'envoies. Ok. Mais envoie-le directement. Mais non, je peux pas ouvrir là. Envoie-le directement sur Twitch. Ok. Attends, mon profil. Enfin, dans tous les cas, faites vraiment attention avec vos fonds. Et c'est vrai que la Nano S Plus ou la Nano X, peu importe, ou la SafePal si vous voulez, peu importe la crypto, peu importe la code wallet, ça vous assure une sécurité et surtout ça vous assure on va dire que là vous êtes beaucoup plus confiant et vous avez moins peur de perdre vos fonds. Ça vous assure une certaine, on va dire, paix intérieure. Bah, c'est sur votre site, on va dire. Vous savez que de votre PC, on peut pas vous... Même si votre PC est infecté, vous savez que votre site est en sécurité et aucune transaction ne sera approuvée sans l'accès physique à la ledger, quoi. Ouais, c'est ça. Je viens de l'envoyer. Yes, merci, je regarde ça. Et en fait, la seule chose que vous avez à vous méfier, c'est les contrats que vous avez. Regardez, vous voyez là les B? En fait, ça c'est la génération de l'entropie. Vous voyez? Les petits bitcoins qui suivent. Là, je suis en train de générer ma clé privée. Et en fait, il me demande de bouger dans tous les sens pour créer de l'aléa en fait. Ah, c'est rigolo ça, j'ai jamais vu. Et ça, vous l'avez sans le vouloir. Bon, là, je viens de créer une clé privée. Hein. Vous inquiétez pas, je mettrai pas des fonds dessus. Pour ceux qui, me demandent en permanence pourquoi je monte les clés privées, vous inquiétez pas, si je vous montre la clé privée, c'est qu'il n'y a rien dessus ou que c'est pas important. Je montre jamais les vraies clés privées. Je le dis au cas où, parce qu'il y en a certains qui me disent « Ah, je crois que t'as oublié, mais t'as laissé ta clé privée sur le site. Hein. » Bon, Mais ça part d'un bon sentiment. Moi, c'est pareil. J'avais fait une photo de ma clé, de ma ledger, et puis j'avais mis le mot de passe à côté, et puis j'avais mis les noms des youtubeurs. Il y avait Stay Geek, il y avait Jules, la femme du mineur, et il y a des gens qui m'ont dit attention, t'as montré ta clé privée, va rien mettre dessus, quoi. Non, vous inquiétez pas. On est quand même prudent. Mais pour revenir à ici, effectivement, la génération de l'entropie, c'est hyper important. Et bien sûr, ça suffit pas à brute force, mais on va dire que si on arrive à savoir comment on génère cette entropie, à partir de là, on peut déterminer d'une certaine manière comment on a généré votre clé privée à vous. Tu peux même faire des wallets papier quand tu appuies sur portefeuille papier. Yes, oui, bien sûr. Mais c'était surtout sur la manière de générer l'adresse, tu vois. C'était surtout pour expliquer que ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être comment vous cliquez sur votre ledger, le temps de pression. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais votre ledger, elle va être obligée de générer de l'entropie parce que ça n'existe pas, l'aléa. Enfin, je veux dire, l'aléa, c'est vous qui le créez, du coup. C'est par vos actions erratiques, on va dire. Donc vous faites pas vraiment, vous savez pas ce que vous faites, vous cliquez, mais comme vous n'êtes pas des robots à cliquer de la même manière, en fonction de comment vous allez cliquer, vous allez générer de l'aléa.
Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer Voilà. que Ledger, c'est super important. On n'est pas là pour faire la promo. Je vous invite même pas à utiliser mon lien. N'utilisez pas mon lien si vous voulez, je m'en fous complètement. Mais achetez-en une quand même, ou achetez une SafePal si vous préférez. Mais achetez quelque chose qui protège correctement vos cryptos. Et pour ceux qui se demandent, oui, ça sert à quelque chose. Et non, si Ledger fait faillite, vous aurez quand même accès à vos fonds. Parce que ça, c'est un gros truc qui revient souvent, qu'on nous pose la question, on nous dit oui, mais si Ledger fait faillite, on n'aura plus accès à nos fonds, comment on va faire? Ben non, parce qu'en fait, la clé privée ne se trouve pas sur votre Ledger, elle se trouve sur la blockchain. Jus, t'en penses quoi d'acheter sa Ledger sur Amazon? Tu penses que c'est risqué ou pas? C'est toujours mieux d'aller directement sur Ledger, le site officiel. N'achetez pas votre Ledger Après, sur le je crois bon que- coin, n'achetez pas votre Ledger sur eBay, achetez-la directement sur le site officiel de Ledger et ne vous empêtez pas du reste. Parce que même si c'est le site officiel sur Amazon, même si sur Amazon ils ont la boutique officielle Ledger, moi de base, pour sécuriser tout, je vais quand même sur le site Ledger. Je sais pas vous, Ouais. après vous si... Ah, t'es un peu paranoïaque là quand même, je pense. Mais effectivement, Ah non, quand même. Après, Tu vas l'acheter sur le bon coin. Non, toi. moi je suis d'accord avec lui. Ouais. non, Alors, après, je pense qu'Amazon ça Voilà. craint pas, voilà. mais je l'achèterai quand même sur. Ouais. après j'achèterai vous quand en même pensez sur le quoi site aussi? Parce Ledger, que j'ai vu qu'il y en avait aussi chez Le Boulanger maintenant en magasin. Le boulanger. Boulanger, tu veux dire? Ah, après Ouais, boulanger. en magasin. Ah, ils vendent en magasin. Bon, Bah, je pense j'ai que- vu une news passer comme quoi maintenant ils ont Non. vendu un magasin. Si, donc si, En si, vrai, il a raison, en vrai, il c'est a comme raison. si t'en as, si t'en Ouais. as à la Fnac. Ça pourrait être bien de C'est l'acheter en sympa, cash. c'est Le problème, sympa. c'est que ça reste. Il y a toujours le problème, c'est est-ce qu'elle est Ah oui, verrouillée la c'est clé? vrai que. Si, C'est regarde, vrai que tu peux Non, tu peux l'acheter chez Boulanger, si, regarde. Ah, bah c'est peut-être encore mieux. Alors tu l'achètes en cash, ils ont pas ton adresse. Oh, Ah ouais, mais le problème, c'est que regarde, si tu passes ta carte de fidélité ou que la clé elle est verrouillée, ça, tu reviens au même, tu vois. Ouais, mais elle sera pas verrouillée, Ouais, c'est une c'est clé, c'est Non, une c'est clé sûr. originale. Si tu l'achètes, ouais, c'est une clé originale. Bon, Là, par je pense contre, que ça il y a va. un mais- gars qui s'est amusé à acheter toutes les clés, il a mis une étoile à chaque fois. Il s'amuse. C'est vrai. Ouais, bah regarde, il a acheté une de chaque, j'ai l'impression, et il y a toujours une étoile à chaque fois. Je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, effectivement, en suivant ta logique, il vaudrait mieux pas prendre une reconditionnée de chez Boulanger ou Amazon, parce que là, il y a Back toujours un market. risque. Bah, c'est... Ah Là, oui, non, là, la question que... reconditionné, La j'irais question que je me pose pas, aussi, c'est de neuf, savoir, la question que je me pose aussi sur ce genre de matériel, c'est comment tu fais pour reconditionner ce genre d'appareil? Parce que tu sais très bien qu'il y a personne qui va te Bah, la racheter. En principe, hein, en principe. En principe, mais tu vois, moi, Ouais, j'aurais pas été jusque-là. Tu le remet à zéro, mais. Moi, même la remettre Bah, à en zéro, fait, j'ai pas confiance. Hein. c'est tellement à perdre qu'à gagner. Tu vas pas gagner que 20 euros pour sur gagner- le tout, hein. C'est ça, pour gagner 20 euros, C'est ça. le Ouais, jeu non, en on vaut est pas la d'accord. chandelle, quoi. Bah, Comment on dit donc n'achetez jamais risque, d'occasion. Oui, voilà. Préférez- Bénéfice-avantage, bénéfice-risque est pas bon. Alors, oui, alors ça c'est un point qui revient assez souvent et c'est bien que vous en parliez, c'est le hack de Ledger. Alors, c'est pas le hack de Ledger, ça faut faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, au début, ils utilisaient, je crois, c'est Shopify pour, comme site pour Ils pouvoir... l'utilisent toujours. Hein. Ils utilisent encore Shopify? Oui, j'ai un outil pour analyser les sites web, ils utilisent toujours Shopify. Bah alors, ils utilisent encore Shopify, mais Shopify, en fait, ça avait une base de données de clients. Et du coup, ils utilisaient cette... Enfin, tout simplement, ils avaient les... Enfin, on passait par un tiers. Et donc, le tiers, c'est Shopify. Ça m'étonne quand même qu'ils utilisent encore Shopify. Mais bon, d'accord. Si. Ouais. D'accord, je te crois, y a pas de souci. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait hacker la base de données clients. C'est la base de données clients qui s'est fait hacker, pas Ledger. Ledger, c'est impossible à hacker. On peut pas hacker les Ledger. Donc, c'est les clients, Si on a que malheureusement... les Ledger, on est très mal. Attends. C'est-à-dire que le- Jus, il faut que tu nous dises la vérité. L'entropie de Ledger a fuité. Aïe aïe aïe. Jus Beaucoup dur est à un faire. commercial chez Ledger, en fait. C'est ça, c'est le bear market qui t'affecte? Tu t'es reconverti? Ouais, bah, C'est seulement... bah, c'est je seulement- pense. Tu sais que je pense que Ledger est aujourd'hui. Enfin. Dans Ils vont toutes bien. les sociétés crypto Mais Dans les toutes- gars, non, mais dans allez-y, toutes les hein. sociétés Allez-y, achetez crypto une qu'il y a- Ledger, hein. Mais vraiment, mais achetez-la sans Je pense que référal ou ce que c'est- vous voulez, mais achetez-en une. Franchement, je suis même pas un commercial. Je suis même pas un commercial, mais disons que je vous pousse à en acheter une pour votre sécurité et que ça soit Ledger ou SafePal. Et si je vous conseille plus SafePal dans certains cas, c'est tout simplement parce que si vous n'êtes pas trop sur des wallets mobiles et surtout si vous voulez disposer de beaucoup plus de possibilités, ben, Ledger est compatible avec MetaMask, avec Phantom, avec Kepler,
avec Rabbit, avec XDeFi. En fait, alors que SafePal, lui, c'est intégré sur l'application. Donc en fait, vous allez vous connecter via l'application sur mobile. Mais sur PC, eh bien, vous ne pourrez pas vous connecter. C'est ça le problème aussi. Mais sinon, une cold wallet en général, achetez une cold wallet, voilà, tout simplement. Juste, je viens de regarder. Alors, ils ont un mix entre WordPress et Shopify. En fait, la partie, par exemple, téléchargement de l'application ou le site principal, l'accueil, c'est fait sur WordPress. Et ensuite, quand vous appuyez sur acheter, ça vous envoie sur sur Shopify en fait. D'accord. Ok. En fait, ils ont fait un sous-domaine en fait. Bon, ben, j'espère que dans ce cas-là, du coup, le fait qu'on puisse acheter les clés sur Boulanger, ça permet au moins qu'on paye uniquement en cash et qu'on soit pas tracé à ce moment-là, oui. Parce que c'était un gros problème. Pour la petite anecdote, la personne qui, si elle est dans le live aujourd'hui, elle vous le dira. Malheureusement, je pense qu'elle est pas là, mais j'ai trouvé mon stage de master comme ça à la base. C'est-à-dire que je cherchais... Et Ledger. Ouais, bah, pas chez Ledger. Non, pas chez Ledger. En fait, j'ai eu accès à la base de données, parce qu'elle était à un moment, elle était visible de tous. Et j'ai cherché un peu les personnes qui étaient dans la crypto, parce que c'était un domaine qui m'intéressait. Et forcément. Et du coup, je me suis dit, tiens, puisque je suis en droit, j'étais en droit en tout cas, j'étais en master de droit. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver des avocats qui ont des ledgers pour voir, à mon avis, c'est déjà des gars qui sont intéressés par la crypto. Et c'est comme ça que j'ai trouvé d'ailleurs mon stage. J'ai appelé directement le numéro qu'il y avait sur la liste. Et du coup, tu l'as dit? Ouais, je lui ai dit, ouais. Quelle histoire. J'ai dit, Tu l'as dit, comment tu l'as trouvé? Waouh, génial. C'est excellent ça. C'est une histoire incroyable. Et Yuzmon en est témoin, c'est vrai, j'ai vraiment contacté le gars comme ça. Témoin. J'ai encore l'enregistrement si je le retrouve. Fou, mais... Bonjour, la dinguerie si je le retrouve. Je veux un stage. Ouais, c'est ça en plus, c'est ça. Je l'ai appelé, j'ai dit oui, bonjour, je vous ai trouvé sur la liste Ledger et j'ai vu que vous vous intéressiez aux crypto parce que vous avez une Ledger et j'aimerais bien trouver un stage chez vous et c'en est... Excellent. Et juste après, j'avais le stage. Il était d'accord. Et il était d'accord en plus. Bah, j'avais tout lui, du coup, c'était pas du forcing, mais j'avais un peu tout sur lui du coup. Ah, bien sûr. il s'est dit, s'il y a un problème, il leak tout, ça se trouve. Mais c'est vrai que c'est particulier, mais j'ai trouvé mon premier stage de master comme ça, ouais. Ouais, quoi, ça fait une belle histoire. Oui. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Alix. Du coup, on va continuer. On en était où là sur la trame? On avait parlé de la sécurité, donc je pense que on va continuer avec FTX. Un petit peu d'actu. Allez, vas-y. Voilà. Je te laisse commencer. C'est le spécialiste de l'actu. Spécialiste de l'actu. Alors attends, que je me remette bien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur FTX? Le Grand Theft Crypto. le quatuor gagnant. C'est bon, bah, ça s'est pas arrangé à FTX. Alors si, je crois que première actualité, c'est les tweets de SBF complètement lunaires. Oui. Où il nous fait un trade de 25 tweets qui ont aucun sens pour rien dire et où tout le monde s'est demandé ce qu'il faisait, pourquoi il faisait ça. On n'a pas vraiment eu de réponse. Bon, ça on passe un peu parce qu'en demi de semaine c'est pas si intéressant que ça. Autre chose qui serait intéressante, c'est un article où en fait s'il a fait un article avec ils ont fait un article où en fait tu comprends où la meuf a leak tous les messages privés qu'il a fait. En fait elle a voulu faire une interview, c'était tellement lunaire ce qu'il lui racontait que plutôt qu'écrire un article, elle a leak les messages privés de SBF qui te dit tu vois qu'il a aucun remords, qu'il t'avoue que toute l'histoire de effectif altruisme, je veux reverser toute ma fortune, c'est du flan et c'était juste pour faire du storytelling et se donner une bonne image, qui n'a aucun regret. Et le mec dans les messages te dit encore, bon, est-ce qu'il faut le croire? Je ne pense pas. Te dit encore, mon seul but c'est de lever encore 10 milliards. C'est pour lui, c'est encore possible de lever de l'argent. Et de sauver soi-disant FTX alors que incroyable. Ils ont maintenant fait le truc de banqueroute, enfin de chapitre 11, ouais, banqueroute. Il n'est plus à la tête de la société, c'est un
avocat. C'est un avocat américain qui est spécialiste des restructurations d'entreprises, qui a fait notamment des gros scandales qu'il y a eu après la crise des subprimes en 2008. Enron notamment. Je crois que c'est une banque. Enfin, c'était un truc assez lunaire, eux. Et le liquidateur a fait des papiers maintenant, petit à petit, il fait des papiers où il résume son travail. Et tu vois que pour un avocat, tu vois que le mec, enfin, on est en droit, on voit comment il parle, et les mecs te racontent, te dit, mot pour mot, toute ma carrière, je n'ai jamais vu une société aussi mal gérée que FTX. Il n'y a pas de comptabilité. On ne sait même pas qui est employé dans cette société. Il n'y a aucune preuve des traces bancaires, preuve de virement. Et tu te rends compte que petit à petit, c'est quelque chose. C'est qu'une société cotée, enfin pas cotée, mais qui a levé à une capitalisation de plusieurs milliards, soit gérée comme ça. Tu te dis, c'est pas possible. Tu le crois pas, tu vois. Tu te dis. Les mecs, les VC qui sont en principe, quand tu vois la liste de VC, de hedge funds, c'est quand même les mecs presque les plus intelligents des États-Unis, soi-disant. Et tu te rends compte que les mecs, ils n'ont rien vérifié. Ils ont juste parié sur la personne de FTX et sur l'histoire qu'on leur avait faite. Et c'est passé. Et ils n'ont rien vérifié. Que les sociétés d'audit. Tu te demandes à quoi ça sert de faire un audit, puisque tout est faux et rien ne va, et ça semble très très mal embarqué pour FTX, pour espérer récupérer des fonds de FTX. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, FTX et Alameda ont-ils, c'est Uther Pendragon qui nous pose la question, ont-ils encore un lien avec la fondation Solana, histoire de savoir si l'écosystème Sol peut s'en sortir? Eh bien... Vous avez un expert Solana qui a beaucoup souffert. Oui, donc il va vous répondre. C'est pas moi l'expert, du coup, c'est Yusmon. Non, expert, c'est un grand mot. Mais j'essaye de suivre un petit peu. Alors, le lien d'FTX à Alameda, le vrai rôle, c'était plutôt Alameda qui en fait faisait toute la DeFi sur Solana. Et qui faisait une grosse partie de la TVL. Mais d'un côté, il gérait beaucoup de choses, mais il faisait aussi beaucoup de mal parce qu'ils étaient assez prédateurs. C'était une grosse source de centralisation. Et en fait, limite, maintenant, t'es mieux sans eux qu'avec eux. T'en es débarrassé. Et en quelque sorte, Solana est bien plus décentralisée qu'elle ne l'était avec FTX et Alameda. Par contre, la fondation Solana, Alameda a un nombre hallucinant de tokens Solana. Ils ont acheté, qui sont lockés. Ils ne peuvent pas les vendre, ils sont lockés, c'est par des smart contracts. Et sans doute que même les tokens qu'ils possèdent, qu'ils peuvent vendre, étant donné qu'ils sont en liquidation judiciaire, on voit ce qui se passe avec Mt. Gox, il va y avoir des procès, ils ne les vendront pas. Et sinon, niveau financier, Solana a fait un long post avec la fondation, avec tous les soucis qu'il y a, qui sont à peu près vrais, donc ils ont très peu perdu d'argent. Je crois que c'est quelques millions, mais pas grand chose. Alameda FTX ne les soutenait plus trop. Et la vraie problème, c'était le DEX de Solana qui s'appelle Serum, où en fait FTX, sur Solana, les contrats, comment ça se passe, c'est on peut à tout moment les modifier. Et l'autorité pour les modifier, c'était FTX. Donc du coup, les développeurs de Solana ont forqué en fait le code. Donc ils ont abandonné l'ancien code, fait un nouveau code où là, c'est plusieurs personnes différentes de plusieurs protocoles DeFi Solana différents qui ont l'autorité sur une multisig, et du coup c'est en théorie bien plus décentralisé et bien plus libre, et du coup le token Serum ne sert plus à grand chose pour le moment. Donc sur ça, c'est plutôt bonne nouvelle, mais après il faut pas se cacher, Solana c'est mal en point. La DeFi, c'est la TVL de la DeFi,
s'est effondré. Et la vraie question, c'est est-ce que les développeurs vont rester construire de nouvelles choses et continuer à faire grossir la chaîne et faire des applications qui différencient Solana du reste, ou est-ce qu'ils vont s'abandonner, abandonner le Solana et aller sur d'autres blockchains qui ont plus d'argent ou plus d'utilisateurs ou des layers 2 de TH. Moi, la vraie difficulté pour moi, c'est les layers 2 de TH qui vont sortir là bientôt, qui vont être une grosse concurrence avec sur Solana. On est quand Mais même moi, je passé reste on est passé d'un Solana qui était alors au pic à 37,81$ et qui est, enfin 37$ quoi, et qui 38$, allez on va en dire, à maintenant 12,65$ quand même. C'est l'une des cryptos qui a pris le plus cher en termes de baisse. Ça, c'est sûr qu'ils ont pris très cher. C'est en partie justifié, en partie injustifié, mais c'est sûr que par exemple, le FUD sur l'USDC, l'USDT, je sais pas si vous avez vu cette semaine où Binance a suspendu le retrait. En fait, tous les exchanges asiatiques ont suspendu le retrait. Ça n'a... Enfin, matériellement, ça n'a aucun sens. C'est juste pour faire parler, pour donner un grand coup derrière la tête à Solana. Parce que l'USDC, l'USDT est natif sur Solana. Donc vous pouvez, en fait, ce n'est pas un contrat wrappé comme il y a sur certains blocs, sur Evmos par exemple, où c'est sur un bridge où tu as un risque. Tu n'as aucun risque et pourtant ils ont fait ça. On comprend pas trop pourquoi. Si ce n'est pour faire du FUD sur Solana et pour dégommer la crypto. Et c'est un peu le quotidien sur Solana, c'est de se faire bâcher par les exchanges asiatiques parce que c'est la crypto un peu américaine Solana, si tu veux. Sans rentrer dans le complot, ils ont aussi leur lot de dérives. La vraie question, c'est une autre boîte qui développe beaucoup sur Solana, qui sont les concurrents en fait d'Alameda, qui s'appelle Jump. Jump, c'est un mastodonte du trading, mais dans la bourse et qui ont une branche crypto. La question, c'est est-ce que eux ont beaucoup perdu d'argent et ils vont abandonner la crypto comme l'autre boîte qui est en train de fermer, Genesis? Oui. Ou est-ce qu'ils vont continuer, c'était pour faire la bascule, ou est-ce qu'ils vont continuer et développer Solana? Où là, tu es quand même confiant parce qu'ils apportent en plus du développement de la fondation. Et la fondation Solana, ils ont beaucoup d'argent. T'as aussi, pas... je sais pas si t'as entendu là, sur le Crypto Daily, ils annoncent, bon c'était il y a quelques heures maintenant. Ouais, Grayscale. En fait, parce que ouais. Grayscale, en fait, voilà, si on veut remettre dans son contexte, Genesis, en fait, pourquoi on parle de Grayscale? C'est parce qu'on parle de Genesis. Donc, Genesis, pour faire simple, ce que c'était ce qu'on appelle un lender. Donc, en gros, une banque, ils récupéraient des fonds, ils prêtaient des fonds, ils faisaient des prêts sous-collatéralisés. Ils ont perdu beaucoup de milliards. Et il y a une société mère qui est eux aussi une grosse boîte de trading qui a beaucoup d'argent. Ils ont dit, il y a un patron qui a dit stop les dépenses crypto, on arrête les pertes, c'est fini. Et cette grosse boîte, ils sont liés aussi à Grayscale. Donc Grayscale, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trusts en fait. Ce sont des sociétés, on va dire des sociétés où vous pouvez investir, et surtout les sociétés qui n'ont pas le droit d'acheter des bitcoins peuvent acheter des parts dans ce trust et du coup être exposés au bitcoin. Mais c'est assez mal en point. T'as des doutes sur est-ce qu'ils ont vraiment les bitcoins qu'ils devraient avoir, où ils n'ont pas voulu faire de proof of reserve, et t'as un gros... je pense que c'est un peu du FUD, parce que si Grayscale tombe, les gars, là les 8000 sur le bitcoin, c'est sûr. Hein. Je crois que Grayscale, pour dire, ils ont... Rappelle-toi ce qu'on avait dit sur FTX. Bah oui, mais là je te dis, je peux te dire que tes ordres d'achat à $8000. Jean-Jean, t'en penses quoi?
Alors moi je veux pas imaginer ça, je veux pas imaginer qu'on puisse continuer parce que là et puis j'étais en train de relire parce que ça me au début en fait FTX ça m'a vraiment c'est un truc qui m'a vachement intéressé, on avait fait le live et tout ça et puis j'ai l'impression que je suis en train de regarder un peu le développement de la semaine mais ils ont acheté de l'immobilier apparemment aux Bahamas sans aucun justif pour les employés. C'est vraiment à la one again et je me dis effectivement ça. Les autres, tout le monde n'est pas clean. Il doit y avoir d'autres boîtes aussi qui ont pas une gestion très organisée et ça fait très très peur quoi. Bah, j'ai envie de dire, même des cryptos, hein, toutes ces cryptos, disons de 2017-2018 qui existent encore et qui, oui, pour la mort de Solana, les cryptos de 2017 et 2018 qui vivotent plus ou moins et qui existent encore, elles ont quand même eu leurs heures de gloire lors du bull run. Il y a quand même des supporters et des mecs qui croient à ces cryptos. Et même si Solana n'aura pas un futur brillant, je pense qu'il existera encore, tu vois. Mais ouais, quand tu vois le management de FTX, tu te dis les autres, Ça fait peur, ouais. ça doit être quelque chose aussi, ça fait peur. Hein. C'est pour ça. Ah, non, ça fait très très peur. Hein. Donc Bah, là, on c'est dit Tether en gros, aussi. en gros, La vraie question, c'est Tether, les stablecoins aussi. on est sur un marché baissier. Et en fait, au fur et à mesure des nouvelles qu'on annonce, on s'enfonce de plus en plus. Et comme vous l'a dit Yousmond, si Grayscale tombe, là, c'est c'est pas la fin, évidemment, mais Bah, c'est très douloureux. C'est pas si Grayscale tombe, mais si en gros les mecs décident de fermer le trust et de liquider tous leurs assets, en théorie, ils ont, je crois que c'est 650 000 bitcoins. Pour vous dire, je crois que plus de 10 milliards à peu près. Terra Luna c'était 80 000, là c'est 650 000. Ouch, ah ouais, ça pique, ça pique bien là. Donc, ça fait 10 milliards de dollars. Et ils ont aussi énormément de TH. Je crois qu'ils ont 3 milliards de TH et, ouais, et comme tu dis 10 milliards de dollars de bitcoin. Donc c'est lourd. C'est très très lourd. Par contre, autre chose que j'ai vu dans la semaine, c'est les fameux JP Morgan, donc la banque, qui nous disait que la crypto était un scam, ont fait leur premier trade dans la DeFi sur Uniswap et commencent à avoir toute une équipe DeFi crypto dans leur sein. Il y a aussi le président du Salvador qui a dit qu'il achèterait un bitcoin par jour. Ouais, avec l'autre, Justin Sun, là c'est vraiment la fin. L'autre il te dit oui, même $1, toute la planète achète $1 de bitcoin chaque jour, ça fait 8 milliards de dollars d'achat de bitcoin par jour. Bon, si on en est là, on est mal. Et je suis tout à fait d'accord avec Atypical qui nous dit qu'il comprend pas pourquoi ils ont prêté comme ça sans justificatif. Bah, moi je comprends en fait. C'est parce qu'ils se sont arrangés entre eux. Disons les choses clairement, c'est quoi un prêt sous-collatéralisé? C'est tout simplement quand vous êtes un 1 sur 1. C'est simple, c'est que vous allez donner, on vous donne 10 000 $ de Solana, vous allez donner 10 000 $ d'USDC. Normalement, c'est pas ça. Normalement, c'est 10 000 $ de Solana et on vous donne 70% de votre valeur, en principe. Sauf que là, ils s'arrangeaient entre eux, ils se faisaient des prêts à eux-mêmes. Bah là, c'est comme des prêts de banque, mais c'est simple. C'est en fait toutes ces plateformes, comme Celsius, comme Nexo, comme du coup Genesis, ou comme 3AC, t'as des fonds d'investissement comme Alameda ou 3AC, 3 Arrow Company et tous les hedge funds, ils te disent donne-moi de l'argent, je te donne 8% d'intérêt. Ou 10% d'intérêt. Peut-être même plus. Je crois, j'ai vu FTX, au tout début Alameda, ils donnaient 20 ou 30% d'intérêt sur l'argent que tu leur donnais. Bon, toi, tu leur donnes. Les mecs, les lenders qui ont beaucoup d'argent, ils se disent moi je suis incapable de faire ces. Il y a Liquid aussi, là, un exchange japonais aussi, qui a eu pas mal de problèmes. Liquid, ça a été racheté par FTX, donc c'est les mêmes. C'est pareil. Ils ont été rachetés par FTX, je crois ils s'étaient fait hacker dans le bull run.
et racheté par FTX. Par contre, il y a des succursales d'FTX qui ne sont pas en faillite. Je crois que FTX Turquie, ils sont pas déficitaires, ce qui est assez étrange. Eux, ils sont pas en banqueroute. Mais bon, bref, pour en revenir, c'est toujours la chasse au yield. Donc en bull market, quand tout monte, bah, ça va. Mais après, quand tu dois rembourser 8% et que les mecs font des calls, du coup, ceux qui ont prêté de l'argent, en fait, comment ça marche? C'est je te prête 1 milliard, tu me donnes 8%, mais dans le contrat, à tout moment, je peux t'appeler et te demander rends-moi l'argent. Bon, bah, quand c'est le bull run, bah, tout le monde prête et encaisse les intérêts, mais personne ne redemande l'argent. Et dès que c'est le bear market et que tu as des grosses crises, tout le monde t'appelle, te dit bah, rembourse-moi mes prêts, je m'en fous de l'intérêt. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que les mecs, ils ont emprunté à droite à Pierre, à Paul, à Jacques, et qui après, au bout d'un moment dans la chute, ils empruntent à Pierre pour payer Paul, et Pierre, il a plus d'argent, et c'est ce qui se passe. C'est totalement ce qui s'est passé avec 3 compagnie et ce qui se passe avec Alameda. Et eux, c'est pire, c'est qu'en fait, ils ont pris l'argent des clients pour rembourser les autres. Donc, c'est tout. C'est la patte du gain, quoi. C'est chercher le yield. C'est d'ailleurs pour ça que je revenais sur les propos que j'avais tenus dans la vidéo. J'avais mis un titre un peu provocateur qui a été mal compris, mais qui est pourtant été simple à comprendre, c'est que la plupart des sexes utilisent votre argent pour le placer, mais ils ne vous le disent pas. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont vous dire « Oui, mais tu fais du FUD », donc ça veut dire qu'en gros, c'est à cause de toi, c'est à cause des influenceurs que les exchanges s'effondrent. Mais attendez, si ces exchanges sont simplement des dépositaires de vos cryptos, à aucun moment, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'argent, c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont placé votre argent sans vous dire qu'ils l'avaient placé. Et donc à ce moment-là, forcément, ils ne peuvent pas vous rembourser quand vous demandez des retraits. Donc oui, là, il y a un problème. C'est qu'en fait, on a calqué le système bancaire traditionnel. Bah après, c'est que tous les exchanges ont je suis d'accord. Une partie qu'ils appellent Earn, lending, etc. Et en fait, mais là, t'es au courant. Des exchanges, mais il vient de là, en fait. Il vient de ces parties Earn, lending, où c'est là où alors, certains, tu vois, par exemple, même FTX, en vrai, FTX, ça vient pas de là, parce que cette partie, ils ont annoncé qu'en fait, les intérêts que vous avez sur les sexes, c'est du marketing. C'est eux, ils payent, en principe, la plupart, ils ne placent pas... Enfin, la plupart. On n'en sait rien. En tout cas, certains annoncent qu'en fait, ils ne placent pas votre argent. Et c'est juste budgété dans un budget marketing. Et pour acquérir des nouveaux utilisateurs, ils vous promettent des 8-10%, alors qu'en fait, ils sont incapables de sortir ces rendements, et surtout en bear market. Si nous, sur la DeFi, on n'y arrive pas ou on galère, c'est impossible qu'eux, avec des milliards, ils y arrivent. Ou alors en faisant des prêts sous-collatéralisés, ultra risqués, et c'est le problème. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des organismes comme par exemple Crypto.com qui, en se rendant compte, à mon avis, qu'ils dépensaient trop et ils ont commencé à réduire un peu les avantages qu'on avait chez eux. Et pour le coup, toutes les décisions qu'ils ont prises depuis presque 1 an, c'est que réduire le yield, réduire le cashback des cartes, etc. C'est ça. C'est exactement ça. C'est parce qu'ils avaient incentivé à partir de rien, en fait, au départ. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai un gros problème avec ces exchanges. J'ai rien contre les exchanges en général. Ce que j'ai comme problème, c'est quand vous stockez vos cryptos là-bas. Je ne comprends pas pourquoi vous stockez vos cryptos là-bas dans la mesure où vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos. Pourquoi retirer... on n'est plus... Enfin, je veux dire, la crypto, c'était la possibilité de disposer de ses propres fonds. Vous disposez de votre argent. Pourquoi vous allez déléguer à quelqu'un ce que vous pouvez faire vous-même? Surtout que c'est pas très compliqué de créer une wallet, c'est pas très compliqué de disposer de son argent, surtout sur la crypto. Donc autant le rester sur la possession de ces cryptos, de ces clés privées, plutôt que d'aller déléguer à des exchanges comme on l'a vu avec FTX, qu'on l'a vu avec MTGOX, où au final c'est eux qui gèrent pour vous, c'est eux qui font absolument ce qu'ils veulent de votre argent.
FTX, ils ont utilisé l'argent de leurs clients sans leur dire. Donc en fait, ils comptaient sur le fait que personne ne retire en même temps. Et c'est ça le gros problème actuellement. Et tu ne seras jamais protégé par n'importe quelle régulation, audit ou quoi que ce soit, puisque tu te rends compte que même les banques font n'importe quoi avec ton argent, et que là tu as les histoires de Crédit Suisse, de la Deutsche Bank, et eux sont en plus sous perfusion de l'État, alors qu'un exchange crypto ne le sera jamais. Parce que c'est pas un système qui s'écroule en fait. Si Et la tu vois, crypto s'écroule, oui, voilà, c'est c'est ça. un système à part. Il a pas de lien direct avec l'économie, notre économie, C'est ça, l'économie mais des ce banques que je veux dire, centrales, c'est que je vois des politiques qui montent au créneau pour te dire il faut plus de régulation, il faut réguler. C'est pour ça parce qu'ils font n'importe quoi, alors qu'en fait, tu oublies que les exchanges étaient plus ou moins régulés, ou certains avaient, tu vois, qui ont des problèmes alors qu'ils ont des PSAN ou des je ne sais quoi, et en fait, à partir du moment où tu es incentralisé, ils ont fait des manœuvres qui étaient de toute façon illégales. Donc régulés ou pas, ils les auraient fait. Et en fait, s'il y a que en possédant toi-même tes cryptos et avec des DEX et avec des DEX que tu peux tout voir, bah, que tout est open source, c'est que tout est visible. C'est le ça. principe de la blockchain. À la base, on était là, on était tous à promouvoir. Je pense que quand vous êtes rentrés tous dans la crypto, vous aviez cette envie que tout soit traçable, que tout soit visible. Le fait qu'on nous retire cet aspect, qu'on fasse des transactions off-chain, ça retire tout l'aspect crypto. Pour moi, c'est plus du tout, on rentre plus dans cet écosystème. Justement, le but de la blockchain, c'est que tout soit visible. Donc, continuons à échanger, mais plus sur les sexes. En tout cas, si vous voulez échanger sur un sexe, ne laissez pas vos cryptos dessus. C'est ce que je vous dis. Et allez sur des DEX, de préférence, si vous pouvez échanger vos cryptos. Mais ce qui est sûr, c'est que stocker, quoi qu'il arrive, vos cryptos sur des clés privées que vous détenez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'en fait, les DEX sont pas encore assez structurés, sont pas assez sexy, et il y a quand même une complexité par rapport à l'utilisation d'un sexe. Les sexes ont dépensé du budget marketing, ont fait des belles applis, etc. pour attirer le chaland, attirer le débutant. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont vers la simplicité. C'est aussi un peu humain, je pense. Donc, et puis ces gens-là, ils risquent de sortir. Ils risquent complètement de sortir. C'est ce qu'on disait quand on avait fait l'émission la dernière fois. Hein. Oui. Ils risquent de complètement se désintéresser de la crypto parce qu'en disant, mais c'est une grosse arnaque, c'est un gros scam. Je peux les comprendre. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais là encore, c'est un minimum d'effort à faire. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois, j'étais pas d'accord avec toi, Usmond, sur ce point-là. C'est que pour moi, la crypto n'a pas vocation à être adoptée par tous. Pour moi, ça restera toujours, il y aura toujours ce petit frein à l'entrée. Si tu veux rester dans cet aspect décentralisé, totalement décentralisé, il y aura toujours un petit frein à l'entrée. Et ce frein à l'entrée, ça sera toujours la possession de ta clé privée. Pour moi, c'est techniquement déjà ça va repousser, ça va rebuter plus d'un, comme le dit Jean-Jean. Il a tout à fait raison sur ce point-là. Et je suis d'accord que certes, ils sont pas sexy. Certes, on va dire que certaines exchanges sont assez difficiles à prendre en main. Mais c'est le prix de la liberté en soi. Oh, c'est beau ça. Moi, contrairement à toi, je reste optimiste sur les avancées qui vont pouvoir être faites. Je suis sûr que globalement en crypto, si tu regardes, tu as les mecs les plus compétents qui arrivent et qui avancent à une vitesse folle. Et je suis sûr que les applications qui vont permettre d'onboard le maximum de personnes vont être créés et ça va se démocratiser. Allez, je vais parler d'un truc, vous allez peut-être m'insulter, c'est Stepn. Stepn, c'est le premier truc à laquelle je pense, parce que Stepn, c'était peut-être un scam, c'était peut-être un Ponzi, c'était inutile, mais dans le niveau, tu interagis avec la DeFi, tu fais tout on-chain, et tu fais ça simplement, facilement, et tout un chacun peut le faire. Le principe peut être nul, mais dans l'expérience utilisateur, c'était incroyable. Enfin, c'était super. Moi, Usmond, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, j'ai traité Stepn parce que je suis toujours sur l'application. Et
c'est pour ça que je leur en veux tellement aux gens qui sont derrière ce projet. Ils avaient créé un petit joyau. J'ai fait créer à des copains qui ont absolument aucune connaissance dans les cryptos. Ils ont créé leur propre wallet. J'aurais bien expliqué. Le wallet, on pouvait le récupérer avec Phantom pour aller dans la DeFi, placer ces trucs. C'était absolument un petit bijou, avec en plus un aspect simplicité, jeu. Ils avaient vraiment une mine d'or, mais après, bon, ils ont fait... Ils ont après le principe du jeu était peut-être cassé dès le départ en fait, mais moi c'est plus dans l'idée expérience utilisateur Ouais. et comment ça a été possible. Et en fait tu vois que c'est possible puisque comme tu dis, Ouais, bien sûr. bah, c'est typiquement le truc où tu parlais à quelqu'un au bar qui connaissait pas de crypto, je lui Au montrais bar. l'application, il pouvait bah oui, parce que je te dis que c'est dans un truc pas sérieux. Et autour Ouais. d'une bière, tu pouvais facilement lui faire télécharger Ouais, bien sûr. et Il c'était très simple. Et il interagissait on-chain. Dans la DeFi, je crois que tu pouvais faire même des swaps sur l'application. Ah, tu peux, ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Et en fait, tu te rends compte que c'est possible. Et je pense que là, les applications, peut-être elles vont pas sortir d'ici là. Mais c'est possible. Et je pense que les applications comme Stephen, c'est ce qui va... Dans l'idée, c'est ce qui va... Mhm. Ça va puller. Et en fait, et justement, je reviens sur Solana, c'est que Solana, leur truc là de téléphone, je sais pas si vous avez suivi, ils veulent faire un téléphone. Mais en fait, ils veulent pas faire un téléphone. Le téléphone, c'est une excuse. Ce qu'ils veulent faire, c'est carrément un App Store et un système de développement d'applications crypto uniquement pour le portable, pour le mobile, pour simplifier. En fait, c'est tirer un peu de Stephen et c'est de pouvoir avoir ta wallet sur ton portable et de pouvoir avoir plein d'applications de play to earn, de DEX, de NFT, de tout ce que tu veux sur ton téléphone et spécialement pour les mecs qui créent des applications crypto et facilement dans le téléphone, tu vois. Créer des applications et sans les frais que peuvent te charger App Store ou Google Play qui sont des véritables arnaques qui prennent 30% à tous les développeurs. C'est du vol. Et je pense que la démocratisation crypto, ça passera par le mobile et par des trucs simples comme Stephen et bientôt comme des DEX, je suis Oui, sûr. mais attends. Et des je suis wallets plus d'accord. simples. Je suis d'accord, mais on va pas dire aujourd'hui que les decks sont difficiles d'accès. C'est le cas le fait de dire que les decks les decks sont compliqués, que monsieur et madame tout le monde peut pas les utiliser, c'était peut-être vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, on les a simplifiés au maximum. Je sais pas comment on pourrait simplifier encore plus aujourd'hui. Pour moi, par exemple, vous allez sur Osmosis Frontier, il y a même la possibilité maintenant d'acheter directement de l'Osmo avec sa carte bleue directement sur le site. Je sais pas, tu l'as vu toi aussi, je suppose. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Et c'est sur Jean-Jean, plus en plus de plateformes, ouais. Tu m'entends? Oui. Oui, non, tout à fait. Non, je vérifie parce qu'il y a quelqu'un qui disait oui. que t'étais un peu fort sur le son, du coup j'ai légèrement baissé. Pour une fois, c'est bien la première fois qu'on me dit que je parle fort. Non, Donc, c'est tant pas toi mieux. qui parle fort, c'est moi qui ai du mal à régler le micro. Le D'accord. volume. Ouais, non. Ouais, non, Osmosis Frontier, effectivement, c'est très bien. Moi, avec le wallet Kepler, j'ai eu juste un petit souci, mais tu vois, c'est parce que je suis pas encore très habitué à l'utiliser. C'est qu'en fait, j'avais pas transféré mes atomes sur Osmosis et je voulais tout de suite faire les placer en pool. Et c'est cette étape que j'avais de lien entre Kepler et Osmosis que j'avais raté. Et tout ça, ça va s'améliorer. Voilà. Après, c'est vraiment parce que je suis un débutant sur l'écosystème Atom. Non, mais c'est rien, ça, c'est normal. Mais dans l'ensemble, ça va, c'est plutôt intuitif quand même, on est d'accord. L'ensemble, ouais, l'expérience est vraiment intuitive. Non, je suis très très agréablement surpris. Hein. Je veux bien que c'est vrai que ça soit compliqué les decks, mais il y a des dessins, il y a des jolis dessins, il y a des gros boutons, tout est assez simple. On est loin des vieux decks que tu m'avais montré à l'époque, enfin pas à l'époque, mais des vieux decks qu'il existe encore. Je sais plus lequel c'était. De Curve. Curve, voilà. Curve. Attends, je vais vous montrer Curve, vous allez comprendre. Ce que c'est vraiment la difficulté. Mais Curve, c'est fait exprès, mais Curve c'est super, hein. C'est un des meilleurs protocoles DeFi. Attends, vous allez voir ce que c'est l'expérience utilisateur spéciale des années 80. Ça donne ça. Les frais sont gratuits sur Osmosis, si vous voulez savoir. Parce que là, quelqu'un posait la question. Bah, les frais sont gratuits. Ah,
Tu veux dire avec la carte bleue quand tu payes? J'ai pas testé encore. Je t'avoue, j'ai pas testé pour Non, acheter. les frais sur la carte bleue, enfin j'ai juste vu un screen sur Twitter et les frais c'était coquin, ils faisaient pas pour rien. C'est pas donné. Non, c'est le seul avantage des sexes, c'est pour acheter de la crypto Ouais, ils sont plus dans un avantageux. sens ou dans l'autre. Niveau frais, ils sont imbattables. Peut-être pas sur les swaps, pas forcément sur les swaps. Tu mais, m'étonnes qu'ils soient imbattables. En même temps, ils ont pas de frais. Eux. Ils passent pas par la blockchain. Tout est off-chain. Oui, mais sur la carte bleue, c'est pareil, puisque en fait, tu passes par une tierce partie, en fait. Ouais, Donc, ils ont les pas les frais mêmes pour- les volumes pour- aussi. Ils ont pas les mêmes C'est volumes. ça, ils ont pas les mêmes volumes, mais du coup, ils prennent des frais bien supérieurs. Mais juste pour en venir sur les sexes, sur Binance par exemple, j'ai testé même les virements instantanés, parce que ma banque permet ça. Virement instantané, j'ai été crédité sur Binance et j'ai quelques secondes plus tard. Hein. C'est extrêmement, extrêmement rapide. Hein. Ah, ils ont remis les virements sur Binance maintenant qu'ils sont Ouais. autorisés. Ah oui, Ouais, parce ouais. qu'ils avaient supprimé pendant. Ah oui, c'est. Dans un sens comme dans l'autre, c'est super. L'expérience utilisateur est super, hein, quoi. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui encore un petit peu. Puis c'est la prise en main, quoi. C'est ça, mais après, je pense qu'avec plein de tutos, on va y arriver. Ouais, ouais. Justement, Bah, tu c'est ça. fais du très bon C'est ça. travail, Jules, en tout cas. hein. Bah, fais c'est gentil, merci. œuvre. Mais Je oui, suis fan. on va essayer de simplifier ça au maximum. Et puis en même temps, Bon, je après, pense on que a les trois- plateformes vont s'améliorer. On est On a trois. 2 ans de beer market pour apprendre. On est trois ici déjà à faire des belles vidéos, à faire du contenu, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour simplifier ça. Mhm. Et je pense D'ailleurs, que... est-ce que ouais, tu as- j'ai entendu ton tacle là. 3 ans de bear market, n'abuse pas non plus. D'ailleurs, Pour ça va. apprendre. D'ailleurs, pour finir, apprendre parce que là, on est déjà 1h30. On avait dit 1h, bon, ça va, on est un peu dépassé. Mais pour finir, il y a qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la crypto maintenant? Ah, Il y a personne toujours répond. quelqu'un. Oui, pourquoi personne ne répond? Non, je pense que. Enfin, bon, moi, j'ai fait une annonce et je pense que. On a peut-être touché le bottom. J'espère qu'on a touché le bottom, qu'on n'en est pas loin. Mais par contre, je pense que c'est pas de sitôt qu'on reverra l'euphorie. Je pense qu'on va avoir au moins 1 an, voire 1 an et demi. Ça fait déjà 1 an Pour la confiance que tous les jours ça descend. Ouais. Que tous les jours ça descend. Et là, je pense qu'on va avoir au moins 1 an et demi de calme plat, de rien. Alors que pourtant, je pense que par contre, ce sera être les meilleures périodes. Si Faire vous des êtes affaires, plus ou moins faire des profits, oui. si vous êtes passionné et que vous allez en suivre l'écosystème, parce que c'est là où vous allez pouvoir voir et vraiment différencier le bon projet du projet scam ou du projet qui a été juste son heure de gloire pendant le bull market, et voir différencier ceux qui construisent, qui font des améliorations, qui font des nouveaux produits qui sont intéressants du je fais que de la com, Mhm. et à la fin je me disparais et je retombe comme un soufflé. C'est là qu'on va pouvoir voir et les nouveaux protocoles très intéressants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des protocoles qui vont sortir maintenant, et si c'est en bear market, ben c'est la bonne affaire, puisque c'est tout en bas, le prix sera forcément plus bas et ce sera les soldes en théorie, avec des prix peut-être les mêmes prix que ont investi les VC dans les Mais pré-sales tiens, justement, en c'est quoi ton décembre. positionnement du coup sur les cryptos là? C'est quoi ton C'est, positionnement à peu près là? Si tu là- pouvais donner un top, tiens, je vais demander à chacun. Si vous pouviez donner un top 5, allez. Sur 2023, qu'est-ce que vous voyez comme crypto qui pourrait que vous voulez dans votre portefeuille ou que vous avez déjà? Non? Ah si, mais tu commences. Toi qui as créé le. Ah oui, bah allez, c'est parti. Alors moi, je vois en premier, moi je veux, dans mon portefeuille, attention, ça veut pas dire que ça va grimper ou quoi que ce soit, j'en sais absolument rien. Je vais prendre de l'atome, ça c'est sûr, il m'en faut. Ah,
C'est étonnant, hein. Surprise. Je suis surpris, hein. Franchement, j'y croyais pas. C'est étonnant. De l'Euthérum. Je vais prendre l'atome de l'Euthérum. Et je vais prendre, évidemment, de l'Evmos. Je prendrai du Solana. Et enfin, en 5ème, je prendrai... Je vais prendre, allez, tu sais quoi? Je vais me tenter à suivre les conseils de Mechatronic et je vais prendre du Radiant. Voilà. Voilà mon top 5. Moi. Bah vas-y, c'est Allez, à toi, vas-y. oui. Alors, qu'est-ce que je vais me faire, moi Que je suis, je pense. Alors, de l'ETH, premier. Second, pareil, de l'Atom. Du Solana également, en troisième. Et 4, 5, moi, c'est les 3 sur lesquels je bête le plus. Et le 3, si je devrais changer, je mettrais peut-être. Allez, en 4, je vais mettre un token de Layer 2, je pense, un Layer 2 de TH qui est pas forcément encore sorti. Peut-être du ZK Sync ou autre chose. Et en 5, peut-être de l'AAV. Et un 6, un autre token qui est pas sorti, c'est du Celestia. Ça sort quand ça? Et- Quand tu vas en acheter. Ça sort, Évidemment. je crois, ça sort pas en fin d'année, je crois. Peut-être dans longtemps, mais je sais pas, en vrai, c'est difficile puisque tout s'y repousse au maximum. Mais je pense que ça serait, ouais. En espérant que le Solana, il me coule pas, mais ouais. Et toi, Jean-Jean, du coup? Alors, moi, je suis surpris. Moi, je vais, je vais prendre du Bitcoin. Ok. Ah oui, c'est vrai que non. Voilà. Bitcoin. Ouais, vous avez pas parlé du Bitcoin et pour moi quand même, surtout en C'est période de bear, voilà, le Bitcoin a bien baissé, mais il est quand même un peu moins impacté de façon générale et puis ça reste une réserve de valeur vraiment. C'est plus... si j'ai pas choisi Bitcoin, c'est pour le levier, en fait. Je trouve que sur Bitcoin, il y a moins de levier à faire que sur l'Ethereum, par exemple. Bah, Atom, comme Ah vous l'avez oui. mis, Ergo, Mhm. Flux, Flux, oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié. ouais. Et puis mon petit dernier, ça sera le Raptorum, hein, que Oui, le j'apprécie RTM, bien j'ai quand oublié. même. Ouais, ouais. Elle aurait été dans le top 10, mais il est pas dans le top 5. Mais ouais, pourquoi pas. Bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Mais si l'avenir nous réserve un bear market de 1 an ou 2 ans, c'est là où on va pouvoir faire les meilleures affaires en soi, hein. Rappelle-toi, c'est ça. certains qui ont réussi à mettre toute leur maison, à vendre leur maison pendant les bear markets pour acheter du bitcoin, hein. C'est ça, ou de l'Ethereum à $100 aussi. Hein. Oui, aussi. Du coup, tu vas pouvoir vendre ta maison pour acheter de l'atome, s'il te plaît. Non, quand même, je suis pas fou à ce point-là. Mais non, mais après, oui, on verra. De toute façon, l'idée, c'est... On a l'impression qu'on parle de bear market comme si on savait l'avenir, mais on sait pas du tout, évidemment. On verra bien Bah, ce que c'est- ça donne. C'est surtout que j'espère que même en bear market, on arrivera à faire des affaires. Bon, Et je pense peut-être qu'avant qu'il y ait le bull market, il y aura quand même de l'euphorie. Et ce qui lancera le bull market, ce sera nous, disons les acharnés, qui feront beaucoup de profits sur les nouvelles applications qui existeront, je l'espère. Et qui lanceront un peu l'euphorie et le bull market. Je vois, ouais. S'il y en a. Je suis désolé les amis, je vais devoir vous laisser en Eh fait. ben, justement, c'était le pas. mot de la fin. Bah, C'était le justement, mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'était le mot de la fin. On allait justement s'en aller et finir et conclure sur ça. Bah écoute, D'accord. merci de nous avoir partagé tes connaissances et ton expérience. Et j'espère qu'on pourra refaire un live comme celui-ci si ça t'intéresse. Et puis, Avec plaisir. Hein. puis on continuera sur la DeFi Cosmos Hub qui a l'air de t'intéresser aussi. Du Ouais, coup, tout à fait. j'espère qu'on pourra continuer ainsi. Voilà, merci de nous avoir carrément. suivis pour ce live. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve dimanche prochain, 21h. Et on traitera de l'actualité, de ce qu'il y a à dire. Voilà, et on balancera des sujets. J'espère qu'on aura autant de personnes que ce soir. Et je vous remercie de nous avoir suivis. La rediffusion sortira normalement soit lundi, soit mardi. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Jean-Jean, mais je pense que vous le connaissez déjà. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Je vous invite aussi à liker ses vidéos. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!
Ciao. Ciao.